Gracchus raconte, présente Frédéric Dard. Un éléphant, ça trompe. Une aventure de San Antonio. Des gens avertis m'ont dit de te dire en début de vidéo de t'abonner. Alors bon, comme faudrait pas contrarier les us et coutumes d'une époque, abonne-toi, s'il te plaît. Chapitre 13. Les bras m'en tombent. Il nous pousse dans une grande limousine noire. Le gentleman mitrailleur s'installe sur le siège avant, près du gros Ducky, et nous couche en joue avec cette fois un calibre 11 muni d'un silencieux. Ces gens appartiennent-ils à la police comme les menottes dont ils disposent pourraient le laisser croire ? À la réflexion, je ne le pense pas. Les flics ne se trimballent pas avec des silencieux au bout de leur pétard. Molly est restée chez Roth après un bref conciliabule avec le grand maigre. « Programme ?» demandai-je en tétant sur mon tronçon de cigare. L'osseux s'abstient de répondre. Pas la peine de gaspiller ma salive d'honnête homme à le questionner. C'est un morose glacial qui n'a jamais dû proférer que des paroles de première nécessité. « T'as une idée, toi ?» fais-je à ébule de gomme. Je sais bien qu'il est minuscule, mon compagnon d'infortune, mais franchement, il emmène encore moins large qu'on ne le supposerait. Il ne me pardonne pas de l'avoir embourbé dans ce tas de crottes. Aussi m'aboie-t-il un violent « Ta gueule !» La bagnole roule mollement dans un Londres où la circulation se raréfie à cause de l'heure tardive. Si je n'étais entraîné au petit zig, je tenterais la belle pendant qu'on circule dans des lieux éclairés. La portière actionnée mine de rien, le roulé-boulé sur la chaussée. Ouais, j'aurais ma chance, encore que notre gardien vigile vachement de la prunelle. Au moindre geste, il défouraillerait. Elle se lit sur son visage sa froide détermination. Quand un vicieux est armé d'un composteur à silencieux, il gagne en efficacité. Le bruit constituant un rempart contre la revolverisation, celle-ci devient spontanée lorsque celui-là disparaît. Nous passons devant St. James Palace, tout noir d'années anglaises, devant lequel des archers à culottes bouffantes montent une garde moyenâgeuse. Puis c'est Trafalgar Square, où l'on oblique dans Charing Cross Road. London by night. Combien de fois ai-je arpenté à pied cet itinéraire dans les bises nocturnes soufflant de la Tamise ? Je me récite les vers d'Apollinaire. Un soir de brume, à Londres, un voyou qui ressemblait à mon amour vint à ma rencontre, et le regard qu'il me jeta me fit baisser les yeux de honte. Ce soir, il a une vraie sale frime, le voyou, et il ne ressemble pas à mon amour. Je retrouve Soho, ses ruelles mystérieuses, sa pègre, des lumières dans les bars. Des relents de frites, des bribes de musique, une fille boudinée dans une mini-jupe qui lui arrive au ras de la moulaga tapine mornement devant un magasin popard où l'on fringue des demoiselles dans le style femme grenouille. C'est beau et mélancolique tout ça. Ça cause du destin malodorant de l'homme, de sa démarche béquilleuse vers l'infini. On oblique dans une ruelle dont je n'ai pas le temps de lire le blast sur la plaque blanche. Fini les magasins, les bars, les tapins et les louches nuiteux hantés par des besoins chichement assouvis. L'ombre règne dans la ruelle silencieuse. Je vois défiler des murs noirâtres, coupés çà et là de verrières plus noires encore, et où des affiches haillonneuses ressemblent à des plaques d'eczéma. La lumière d'une cabine téléphonique, encore. Où vont-ils les nicher leurs bigophones publics, ces Anglais ? Un amoncellement de détritus évoque une grève prolongée des éboueurs. Enfin, un grand portail de fer sur la rouille duquel viennent buter les phares de la bagnole. Le gorille chauffeur quitte son siège pour aller ouvrir. Nous pénétrons bientôt dans une cour mal pavée, encombrée de caisses et de véhicules. L'auto stoppe. « Descendez !» nous enjoint le mitrailleur. J'obéis, traînant ébule de gomme comme un toutou. Un couple de chats énamourés se sauve sous un camion. Nous nous trouvons à l'arrière d'un vaste bâtiment de briques grises à travers lesquelles on distingue clairement les méandres des poutrelles de renforcement. Un escalier d'incendie zigzague contre la muraille. Messieurs nos convoyeurs nous font entrer dans un grand local chichement éclairé, dont l'usage n'est pas évident. Ce pourrait être un garage, un entrepôt ou encore un hall d'expédition. Nos pas résonnent. Le gorille marche devant en sifflotant. Il me semble avoir déjà visionné cette scène dans un film anglais. La grille d'un vaste monte-charge gémit sous la brutale traction du chauffeur. On nous pousse d'un coup de genou aux noix dans l'immense cage d'acier, la lourde ferraille en se refermant. Voilà l'engin qui s'élève mollement, avec des cliquetis fatigués. Il fonctionne dans le noir maintenant. Nous n'avons, pour nous éclairer, que le bout braiseux de mon mégot de cigare. Le gorille continue de siffler un truc allègre. Je compte les étages chaque fois que la cabine passe devant une grille. 1,
2, 3, 4. On s'évacue. J'avise un couloir peint en vert pourriture, où végète la lumière d'un plafonnier. Nous passons sans nous arrêter devant une porte à 2 battants au-delà de laquelle ronronnent des voix. À peine avons-nous dépassé la porte qu'elle s'ouvre. « Alors ?» demande une voix. Nous nous retournons. Un gros homme chauve, porteur d'une barbe blonde, sa surface corrigée, vient de surgir. Ses yeux proéminent derrière des lunettes bathyscafeuses. « C'est fait !» répond notre poisson pilote en nous montrant. « Amenez-vous, Mr. Able de Gomme. »« Ok. » On nous désunit. « C'est là que nos pistes s'écartent, fiston ?» fais-je aimablement à l'entraîneur. « Crevez !» me répond-il avec une grande simplicité. Je reste seul labre avec le grand maigre. Il me cloque le bout de son silencieux dans le dos, à la hauteur de la cage à Bengali. « Avancez !» J'avance, mais en pensant fortement. « Eh bien, me dis-je, mais en français afin de gagner du temps. Il semblerait, mon bon Santonio, que v'là l'occasion ou jamais de jouer ta scène des Adios Amigos, version britannique, sous-titre cambodgien. Certes, l'homme au pétard possède sûrement d'excellents réflexes, il n'empêche que tu dois pouvoir te l'opérer à la surprise. Reste encore 10 mètres de couloir à arpenter, mon adjudant. Je suppose qu'ensuite une nouvelle cellule m'attend. Je fais un pas de plus, puis 2. Ensuite, c'est le monumental coup de sâton en arrière, ponctué d'une plongée acrobatique. Il avait beau prévoir une malice de ce genre, Grados. Il n'a pas pu escamoter mon coup de talon dans le bac à soupe. Toute la scène se résume en 3 bruits. Vlaf et mon pied dans sa région abominable, Bérudixit. Pschuit a poursuivi ma glissade sur le plancher. Chop chop, on conclut les 2 prunes expulsées de son arquebuse. Vous dire sa promptitude, il a balancé la purée avant de tourner de l'œil. Car il prend des vapeurs intenses, le grand connard. Il est adossé au mur, sa mine de papier mâché devient une mine de papier vomi. Faut profiter de sa pamoison pour pavoiser. Je lui bondis sur le poiluchard. Seulement, il a une vitesse de récupération au moins égale à sa vitesse de défouraillage. Il m'accueille d'un coup de boule. J'en mate une mignonne voie lactée. Tout mon reliquat de lucidité se concentre sur sa main qui tient le revolver. Le lui arracher devient le rêve de ma vie, mon idéal, ma règle de conduite, mon esthétisme. Seulement il le cramponne sauvagement, son tutu. De sa main gauche, il me bourre d'oignons et de sa voix calme, il gueule à la garde. Des mecs se précipitent. Je crois rêver quand je m'aperçois qu'ils sont en uniforme. Ils portent des culottes de cheval, des bottes de cuir et des chemises sombres à épaulettes. Qu'est-ce que c'est que cette armada, bonne mère? Il faut que j'ai récupéré le flingue avant la charge de C1. Je réunis mes forces, ma souplesse et ma volonté, et je tire mon antagoniste par le bras. Franchement, mes petites chéries friponnes, jamais il n'a déployé autant de force, votre Sana. Un mouvement pareil sur la chaîne d'encre du France quand il est au Havre, et je le balance sur la place de l'hôtel de ville. Ma violence est telle que le résultat ne correspond pas à mes espérances. En effet, je voulais seulement lui faire lâcher le boum-boum au maigrelet. En fait, je l'ai décollé du sol et il trajecte dans le couloir comme une hélice séparée de son avion. Le voilà qui fracasse la verrière bordant un côté du couloir. Sa silhouette s'y découpe à l'emporte-pièce. Kiff les dessins animés lorsque le vilain matou traverse le mur en coursant la souris mutine. Vous me direz pas que c'est du bidon, la loi des séries, quand vous songez que voilà 2 messieurs défenestrés à quelques heures d'intervalle, contrairement à l'illustration cinématographique de ce genre de fait divers qui le fait immanquablement s'accompagner d'un cri désespéré, Zozo la voltige, en dehors de ses vitres, n'en casse pas une. Machinalement, je tends l'oreille pour capter le bruit sinistre de l'écrasement. Seulement les chacals bottés m'ont estourbi avant que l'homme oiseau arrive au terminus. Combien de minutes ou d'heures s'écoulent avant que je reprenne mes esprits? Un mal de tronche carabiné m'attend au réveil. Mes tempes palpitent et la mèche ardente d'une fraise plonge en moi, verticalement, se retire pour me vriller à nouveau jusqu'à la moelle. Je suis dans le noir absolu. Je voudrais palper mais je ne puis, mes bras étant soudés à mon corps. Une vraie rosette de lion m'est biquée, le valeureux Sana. Note de bas de page, tellement préférable à celle de la Légion d'honneur. Fin de la note de bas de page. Je tente de rouler sur moi-même. Une cloison me stoppe. Je roule dans le sens opposé, même topo. Ne pouvant me rendre nulle part, je dois au moins me rendre à l'évidence. Je suis placardé dans un réduit extrêmement réduit. Qui sont ces étranges bonshommes en uniforme? D'où sortent-ils? Quels sont leurs rapports avec les gens de Swell de Children? Ce soir, l'entraîneur me parlait de l'organisation. De quelle organisation s'agit-il en fait?
J'échafaude des tas d'hypothèses dont aucune ne me satisfait. C'est le pot de goudron intégral. Je cesse de supputer car on vient. La lumière accroît mon mal de bol. On dirait qu'une caravane de fourmis rouges déambule dans ma cervelle. Faudrait me vaporiser le bulbe au DDT. Vous n'en auriez pas une petite pincée à mon service, mes jolis? Je me sens traîné par les pinceaux. Je clignote des veilleuses. Où suis-je? Ça pue le produit chimique. J'avise une machine à photocopier. C'est elle qui renifle le mauvais. Un burlingue, ou plus exactement, la pièce où l'on remise les archives d'une maison de commerce. Des classeurs métalliques, vert sombre, garnissent la totalité des murs. Les guignols uniformisés me grouillent autour en poussant des physionomies bien grincheuses. Leur différence d'âge me surprend. Généralement, des soldats appartiennent tous à la même génération. Là, on trouve des petits freluquiers pubères, des quadragénaires ventrus et des touviocs, pleins de plis, qui sucrent les 4 membres et de la théière. Ils sont une quinzaine au total. Tous portent les bottes de cuir fauve, la culotte de cheval beige, la chemise brune. Ils m'empoignent par mes liens et me coltinent à travers le couloir de tout à l'heure où la verrière brisée témoigne du valdingue opéré par le séco. Cette déambulation est effarante parce qu'elle s'effectue en silence. Mes bons hommes ont une démarche de camé. Ils se déplacent comme des somnambules, mais leurs yeux verts flamboyants de haine restent lucides. On me fait passer par la lourde à double battant. Dans l'endroit où je débarque, la lumière est très vive. Si vive que je dois fermer un instant les paupières pour pouvoir la réaffronter. Mais quel spectacle s'offre à mon regard, mes pauvres gisquettes, fantasmagoriques. Et encore, juste de l'épithète la plus baline, comme dirait Chaplin. Une foule, que dis-je, une populace de femmes nues, pétrifiées et pressées l'une contre les autres, se développe le long du parcours. Il y a là des brunes, des blondes, des rousses, des chauves, aux grands yeux figés comme des yeux de morte. Un même sourire un peu niais est plaqué sur tous ces visages délicats. Des mannequins, avec des formes harmonieuses et des gestes faussement gracieux, des niches-brocs guillerets, mais pas de sexe. À la place de la chagatière, rien, une surface pleine. L'horrible mutilation que voilà. J'évoque un univers où les dames seraient fabriquées ainsi pour de vrai. Où elles sont belles et provocantes d'allure, mais dont la conformation nous priverait de sexe opposé, déguisant du coup nos Scooby-Doo à tête chercheuse en misérable excroissance de chair. On me porte toujours. Les mannequins me regardent passer sans compassion. Enfin, on me dépose rudement sur un heureusement moelleux tapis. Note de bas de page. Voilà que j'adopte la forme anglaise pour Jacques T. François. Fin de la note de bas de page. La lame d'un ya scintille, me fulgure des éclaboussures de loupiote dans les carreaux. On cisaille mes liens de la partie inférieure. Je ne suis plus sauciflardé que du haut. On me relève. Je perds l'horizontalité et cette brusque basculade me flanque mal au cœur. Me voici assis dans un fauteuil, face à une très grande table en fer à cheval. Des sièges font face à des sous-mains de maroquin vert. Personne ne les occupe pour l'instant. La salle où l'on vient de me trimballer est froide et dépouillée. C'est le genre de local sans âme servant pour des conseils d'administration. Sur le mur du fond, unique décoration, un grand portrait à l'huile représente un vieux roast-beef à favoris gonflés et regard impénétrable. Autour de moi, les gars continuent de s'affairer silencieusement. Une vraie petite ruche, mais drôle. Ils se livrent à des besognes surprenantes, ces messieurs, avec des gestes précis d'officiants. Au reste, j'ai confusément l'impression d'assister aux prémices d'un culte. Pour vous situer leurs faits et gestes, laissez-moi vous dire que l'un d'eux fait pivoter le plateau de la grande table. Il démasque ainsi des drapeaux roulés comme des pébrocs. V'là qu'il en empare d'eux et qu'il se met à les développer. Je n'en crois pas mes yeux. Je vous parie un boisseau de puce contre les lions de la ménagerie le Buckingham Palace que vous ne devinerez pas de quelle nationalité ils sont, ces drapeaux. C'est pourquoi je vais pendant un moment encore m'abstenir de vous les révéler. Faut vous laisser mariner dans les supposes, mes atrophiés de la coiffe. Sinon, à force de vous en remettre à Sana et d'attendre qu'on vous lardonne les alouettes, vos méninges décadents vont se scléroser. Notez que, pour la plupart, vous allez aller voir plus loin si j'y suis, arnaqueurs comme je vous connais, fripons et consorts, skieurs congénitaux, toujours prêts à doubler à droite, à carrer un bouton de bénard dans le plat d'offrande, mesquins systématiques, cartésiens à faire vomir un rat d'égout. Surtout ça que je peux pas blairer chez les certains d'entre vous.
Le cartésianisme, cette bon Dieu de marotte de vous accrocher à des raisons de charcutier, de refouler la fantaisie avec horreur et putréfaction. Ce qu'ils peuvent me faire tarter, c'est rationner du rationnel. Donc, je vous passe sous silence la nationalité des drapeaux. Toujours est-il que le préposé va les planter de chaque côté de la porte du fond. Pendant ce temps, un mec décroche le portrait à l'huile de Lord Big Beat. Il le retourne, nouveau haut de corps du Santonio. De l'autre côté du tableau en est un autre qui représente... Mais merde, je vous le dirai pas non plus. Les bons hommes en uniforme se placent sur deux rangs, de part et l'autre de la table, le visage tourné vers la porte, ils attendent. Pas croyable de vivre des moments semblables. Y a qu'à moi que ça arrive des aventures pareilles. Un roulement de tambour, la porte s'ouvre. Une voix annonce « Le tribunal ». Vous mordez bien ? Le tribunal. Et qui se pointe ? Alors là, je vais vous le bonnir tout chaud. 5 gus ayant à leur tête le juge Stance à Sophie. En v'là un qui fait du rap d'audience, non ? Mme Veuve Frottefort compte également au nombre des assesseurs. Je ne connais pas les 3 autres. Les 5 personnages, en quête de hauteur, portent des uniformes semblables à ceux de mes sbires. Ils s'alignent devant le portrait, tendent le bras dans sa direction et d'une seule voix s'écrient « Heil Hitler !» « Heil Hitler !» répète l'assemblée. Oui, mes amours, c'est le portrait d'Adolf Hitler qui préside cette ahurissante réunion et les 2 drapeaux que je vous disais sont frappés de la croix gammée. Je suis en plein dans une section du parti néo-national-socialiste britannique. Moi, quand depuis Paname, je ligotais ses exploits, je croyais à un délire journalingue. Je me disais qu'il s'agissait d'une poignée de dingues chiquant les nazis pour s'amuser, mais que ça n'engageait à rien leur mascarade. Et ben maintenant, je chocotte en découvrant à quel point elle est organisée, cette organisation. Combien elle est forte et déterminée. Les mecs de l'aéropage se sont assis. Dans son uniforme brun, la vieille chouette ressemble à une cheftaine des camps de la mort. Quant au juge, il paraît creux comme un discours de conseiller d'arrondissement. Il joint ses pattes tavelées de rose sur le cuir du sous-main. « Nous vous tenons enfin, commissaire San Antonio » déclare-t-il. « Tiens, fais-je, vous ne me contestez plus mon identité » Il semble ne pas entendre. Vous êtes ici pour répondre de meurtre, celui de nos regrettés compagnons Rod Harry Clube et Black Andrew que vous avez défenestré l'un et l'autre aujourd'hui. On ne parle plus du Lord Mayor. Mes interventions ne le troublent guère. Avant de prononcer sa sentence, le tribunal veut vous entendre à propos de notre organisation, commissaire San Antonio. C'est-à-dire, que saviez-vous d'elle? Je réalise leur inquiétude. Ces bougres de siphonnets se demandent si la police de chez nous a des tuyaux sur leur foutue confrérie. Je prends illico la décision de leur déboulonner le moral. Faut que je les panique à mort, ces tordus. Que j'invente ce que j'ignore. Que j'aille à bloc dans la menterie. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête, comme disait si justement un cultivateur de haricots. Je sais, ou plus exactement, nous savons pas mal de choses, mind juge. Qu'entendez-vous par nous, mes chefs et moi? Le tribunal vous écoute. Plonge, Sana, plonge, mon gamin, c'est à toi de jouer. On te présente le crachoir, glaviote abondamment. Les services secrets, et probablement, à cette heure, les services secrets britanniques, connaissent l'existence de votre organisation et son but qui est d'étendre la cessation des naissances dans certains pays désignés par vous. Je les défrime, essayant de lire l'effet de mon blabla sur leur bouille patibulaire. Vous avez entrepris, à notre connaissance, une double expérience, en France et en Angleterre. Celle-ci s'est avérée concluante. Malheureusement, elle vous a contraint à vous séparer de certains trublions. Exemple, à Hambourg-le-Petit, où votre correspondant, si j'ose employer ce terme, a essayé de vous faire chanter. Je veux parler du dénommé Moïse à son berceau. Vous avez dû en outre supprimer la dame prémolaire qui en savait trop. Nous pensons, poursuis-je avec autorité, bien que je ne sois pas plus sûr de mon raisonnement qu'un croisé ayant oublié la clé de la ceinture de chasteté de sa femme n'était sûr de la fidélité de cette dernière, ouf, une phrase pareille sans escale, c'est téméraire. Nous pensons, reprends-je, qu'à son berceau a commencé d'exercer son chantage en faisant des allusions au pauvre Lord Mayor devant madame, et c'est cette vieille chouette déplumée qui a donné l'ordre d'effacer votre complice français. « Pesez vos termes » dit sèchement le juge. Mais je pige dans sa prunelle d'hépatique la justesse de mes suppositions. Ensuite, presse le ci-devant perruquier,
Votre Lord Maire, à la suite d'incidents que j'ignore, a appris la vérité. Bien que sa mégère soit un membre éminent de votre parti à la gomme, cet homme intègre n'en décida pas moins de faire éclater la vérité. Alors Harry Club l'a tué. Que savez-vous encore? Je souris avec ambiguïté. Disons que c'est tout, Herr Juge. Il frappe la table de son poing grêle. Non, ce n'est pas tout. Vous êtes au courant du grand secret. Avouez-le. Le grand secret. Allons bon, voilà du nouveau. Comme quoi, vous le voyez, mes petites écrémeuses, chez Sana, il y a toujours du rebondissement, à croire que ces buxons se sont tirés sur caoutchouc mousse. Le grand secret. Qu'est-ce que je fais? Je chicane informé ou au contraire j'avoue mon ignorance? Je ne connais rien à ce fameux secret. Vous mentez! Les assesseurs, Mistress Frottefort la première, répètent. Il ment! S'il est si grand que vous le dites, votre secret, mes truffes, comment le connaîtrais-je? Le juge fait claquer ses doigts. Conduisez-le à la question et instrumentez-le jusqu'à ce qu'il avoue. J'ai les poils du dos qui se mettent à friser sous ma limouille. Sacré nazi de carton-pâte, si vous me torturez, je finirai peut-être par avouer que je connais votre secret, mais je pourrai pas vous dire ce qu'il est puisque je l'ignore. Emmenez-le, tranche le juge. Le tribunal attendra ici. Il se dresse et hurle un Heil Hitler qui aurait dépiébotisé le cher docteur Goebbels. Pauvre cloche-va. Chapitre 14. Nous le connaissez. Sous bonne escorte, je suis entraîné vers un nouvel ascenseur, moins grand et beaucoup plus confortable, si j'ose ainsi m'exprimer parlant d'un appareil de ce genre, que le monde charge de naguère. Descente. Cet élévateur, qui est pour l'instant un dévalator, nous dépose dans un vaste local tout en marbre blanc délicatement veiné de rose. Les murs, le plafond et les tables sont en marbre, idem que le plancher. Un énorme billot grand comme une roue de charrette occupe le centre de ce bizarre endroit. Adossé au billot, un gros type drapé dans un tablier blanc rouge de sang. Avant la frayeur, c'est la curiosité qui me taraude le plus. Franchement, je me demande dans quel circus on m'a entraîné. Et puis je pige. Ces ascenseurs, ces mannequins là-haut, cette pièce de marbre où l'on accède à de vastes portes vitrées. Bien qu'il fasse noir au-delà des portes, je distingue des pyramides de boîtes de conserve dans la pénombre voisine. Nous sommes dans un grand magasin, les gars. Pas d'erreur. Et on vient de m'amener au rayon boucherie, ce qui est effectivement le coinsto idéal pour bricoler la bidoche des gens. Le gros louche bème me toise de sa hauteur d'un air glacial. Il a une grosse moustache blonde, des joues plates comme les héros des bandes dessinées, et le cheveu plaqué. Il promène savamment un fusil à aiguiser, note de bas de page. Pléonasme, un fusil étant un objet qui sert à aiguiser. Mais faut bien que je tienne compte de votre ignardise, pas vrai? Fin de la note de bas de page. Sur un énorme tranchoir à peine moins grand que le canif de feu Monsieur Desbler. Le nazi qui dirige notre escouade me désigne au boucher. « Tu as raison d'affûter ton instrument, lui dit-il. Ce n'est pas encore fini. »« Je vois, » répond le découpeur de viandasse. Il fait miroiter son couperet dans une lumière de néon, comme une coquette sa glace à manche. « Il doit absolument parler, » déclare mon émule d'Himmler. « Je vois, » répète le boucher en me palpant de ses doigts courts et roses. Moi, vous me connaissez, les aminches. Je ne manque pas de courage. Disons même que sur ce chapitre, je figure nettement au-dessus de la moyenne. Mais de me sentir tâté par cet horrible dépeceur me flanque des frissons d'au moins 240 volts dans l'armoire pépinière, comme dit le cher Birurier. « Qu'est-ce qu'il doit dire ?» demande le gars Tranchelard. « Le grand secret » répond mon convoyeur. « Je vois » triptyque le sanglant. Il se dirige vers le fond de la pièce. Des portes de marbre se fondent dans la paroi, tellement symétriques que je les avais prises pour des panneaux décoratifs. Il en ouvre une. De la lumière et une bouffée de froid répondent à son geste. « Traînez-le un peu par ici, les gars. » On me coltine. Je sais déjà qu'il s'agit d'une chambre froide. À la dure clarté d'un énorme plafonnier, je distingue des quartiers de bœuf suspendus à de gros crochets. Ils sont parfaitement alignés et même décorés de fleurettes en papier. « Voilà ce qui vous attend, mon bonhomme, » déclare le boucher. Ce ne sont pas les quartiers de bœuf qui me montrent, mais 2 grandes corbeilles d'osier sur le carreau de la chambre froide. Le contenu de ces corbeilles fait en effet plus bœuf que les grosses papates de vieux veaux suspendus dans la glacière. La première contient le tronc d'un homme, la seconde ses membres proprement tronçonnés.
La tête du supplicié couronne l'horrible pyramide. Exsangue, convulsé, révulsé, dévasté par la douleur, je reconnais la physionomie du malheureux éboule de gomme. J'ai commencé par les 2 pieds, explique le bourreau. Ensuite les mains, les avant-bras, etc. Tout ça va passer à la moulinette et partir à l'eau pour une pisciculture. Demain, je sais des truites qui vont se régaler. Bon, ajoute-t-il en empoignant la poignée de la porte. C'est bien vu, pas de question, on peut se mettre au travail. Pauvre Félicie, va. Avoir enfanté un garçon aussi beau et intelligent pour engraisser les truites british, franchement, c'est pas de peau. Terminé en fiente de poisson, vous parlez d'une sépulture. J'en ai l'estomac qui se retourne comme une chaussette hâtivement ôtée. Des cloches me carillonnent un vilain glas aux oreilles. La fade odeur de viande morte achève de me chavirer. Je me lis des cannes. L'horreur absolue. Ce ramassis de fous sanguinaires, déphasés par de sottes convictions politiques. L'immensité de ce grand magasin. La vision monstrueuse du sort qui m'attend. Oh, pardon maman. Au secours. Tire-moi de cet enfer. Pousse. Je ne joue plus. Allongez-le sur mon billot, ordonne l'homme au couperet, d'une voix justement tranchante. Je fais un effort surhumain pour me ressaisir, ne pas couler dans le sirop, rester un homme coûte que coûte, jusqu'au bout. Un homme! Je murmure, n'allez pas faire ça. Nous sommes tous des hommes, quoi. On dirait qu'ils ignorent la signification de ce mot, les sacrificateurs. Ils ont abdiqué toute notion de pitié. Me voici couché sur l'énorme pièce de bois chargée d'une senteur doucereuse, mais mon nez reconnaît la putrédité. Tu vas pas tourner de lady, espèce de français communiste, ricane le chef d'escouade. Il ajoute avec un brin de fierté, le traître Abel de Graham ne s'est évanoui qu'après l'ablation de 3 membres, lui. Il faut dire qu'il a tout de même été formé à notre vaillante école nationale socialiste. Le louche me caresse d'un pouce amoureux le fil de son monumental tranchoir. Je commence, s'impatiente-t-il. À moins qu'il ne parle tout de suite, fait le chef gestapiste. Tu parles? Mais bonté divine, je ne peux rien vous dire puisque je ne le connais pas, votre secret, polichinelle. En ce cas, vous pouvez y aller, compagnon, déclare le gars au boucher. Le Samson nazi arrache mes chaussures, puis mes chaussettes, et retrousse le bas de mon futal. Attention aux éclaboussures, dit-il à ses petits copains. Tous s'écartent du billot. Il me cramponne un pâturon. Je garde les yeux ouverts. Que fait-on en pareil cas? On chante la Marseillaise ou on récite une prière à sa fin utile? On crie bien fort « Maman » On pense à l'ami Jésus sur sa rampe de lancement? Ben, affranchissez-moi, quoi, les gars. Un éclat de météore. C'est le couperet qui s'élève. Il retombe, mais en arrière. Et le louche-bem tombe aussi. Blaoum! Je tourne la tête. Vous savez ce qui lui est arrivé à ce chérubin? Vous essayez de deviner? Oh, puis non. On serait encore là demain. Une flèche, mes gredins, une flèche, voilà ce qui lui est arrivé. Et en plein dans l'œil. Elle a pénétré 10 bons centimètres dans sa tronche de gorée. Dès lors, les choses se précipitent. L'une des portes vitrées s'ouvre en grand. Beru surgit, armé d'un arc. Il le jette au loin et assure de ses belles mains guerrières la mitraillette qui lui pend à l'épaule et dont il n'a pas fait usage pour ne pas risquer de m'atteindre en arrosant. « Au-dessus » hurle-t-il. « Au-dessus tout le monde !» Les assistants pigent qu'il a voulu dire « hands up ». Ou s'ils ne le pigent pas, ils font semblant de comprendre, car ils lèvent les bras, instantanément, dociles les farouches nazis. Pépère est magistral avec sa sulfateuse braquée. Il gagne à reculons la porte de la chambre froide, l'ouvre à tâtons d'une main preste. « Go tous in the frigo, mes vaches! Rapidly, sinon I bousille you !» Sa voix est terrible, sa détermination farouche, son œil flamboyant de rage. Dompté, le petit groupe s'engouffre dans la glacière. Lorsque le dernier en a franchi le seuil, le dodu ajuste la fermeture. « Tant pis pour ceux qui n'ont pas mis leur azurel !» dit-il. Il cramponne un Aya et vient trancher mes liens. Une fois encore, si je m'abuserai pas, on peut dire que j'ai fait une arrivée provisionnelle, pas vrai, mec? Je suis en coton, terrassé par l'émotion. Il m'est impossible d'esquisser le moindre geste. Je grelotte spasmodiquement. Le gros poursuit, aussi calme que s'il se trouvait en train de pêcher la blette dans un étang de Sologne. Heureusement que pas plus tard que le mois dernier, je m'ai entraîné à tirer à l'arc chez mon pote Lulu, à la Varenne. On avait parié une friture au petit matelot et c'est Mécole qui a gagné. Il lance sa mitraillette sur un étal de marbre. Doivent être vachement Miro ou Chocotard, tes pieds nickelés, pour pas s'avoir aperçu que ma mitraillette vient du rayon des jouets. Je l'ai cramponné en passant, ainsi que l'arc et le narquois plein de flèches. Note de bas de page. Beru veut parler du carquois. Fin de la note de bas de page.
Si t'avais pu trouver une bouteille de Red, bégayai-je, elle aurait admirablement complété ton œuvre salvatrice, mon vieux Beru. Je l'embrasse sur ses deux bas joues. Mais nos effusions sont interrompues par le dessus d'un pétard silencieux. Des prunes se fichent dans le billot de bois, à 3,8 mm de ma jambe. Nous, vous nous connaissez. Montés sur ressort dans ces cas-là, nous sommes. La deuxième Valda n'a pas plutôt fait sa niche dans le gros du bois qu'on se trouve à terre. On a dû avoir des boas dans nos antécédents, à en croire notre vitesse de reptation. On se carapate en direction de la Lourde par où la gonfle irruptionna. Par bonheur, on l'a franchi à l'instant où ça invase dans la boucherie. Nous ne sommes pas encore tirés de l'auberge. Il en radine des flopées de nazifiés. Il se remue la botte, je vous promets. Heureusement que la porte qu'on vient de franchir est montée sur va-et-vient, ce qui leur complique le passage un tantinet. Il déboule pourtant un obasque. Le gros ronchonne parce qu'il n'a pas de pétoire. Il aimerait canarder pour se débriefer les nerfs, plomber tous ses foies blancs, les truffer à bloc jusqu'à ce qu'ils soient noirs de balle. Tous. On a déboulonné au rayon alimentation. « Aide à la manœuvre, mec !» vagit le mastard en s'arc-bandant contre un comptoir de présentation ou des boîtes de petits pois Himalayas. La rogne, vous parlez d'un dopinge, et l'esprit de conservation donc. Deux gus en pleine décarade comme nous, ça en représente des kilowatts et des chevaux vapeur. D'un double rush, on parvient à renverser le comptoir. Oh, cette irruption strombolienne, mes aïeux. 500 boîtes de conserve qui chutent en même temps. On peut pas croire l'énormité du désastre. Le bruit roulant qui n'en finit pas. Les premiers de la ruée ont dérouillé des kilogrammes en rondins sur la calebasse. Ils crient au petit pois, c'est le cas de le dire. Les autres butent sur les boîtes qui leur roulent dans les pinceaux. Ils tirent au jugé. Leurs bastos fracassent des bonbonnes d'huile et des fiasques de Chianti. Le Gravos et moi, nous profitons de cette confusion pour filer dans le local suivant, qui est sûrement celui de la poissonnerie vu qu'il schlingue le merlan. On poursuit notre œuvre attilienne en renversant les barils de morue salée. Un vrai film de Charlot. Mais les services de répression nazis s'organisent. Les lumières éclosent un peu partout dans le grand magasin. Nous découvrons d'immenses espaces encombrés de rayons. Un labyrinthe. À quatre pattes, on trottine comme de gentils garennes. Une voix éclate, vomie du haut en bas de l'immeuble par les baffles des haut-parleurs. Rattrapez-les coûte que coûte. De toute manière, les issues sont bloquées. Ils ne peuvent pas s'échapper. Le nombre de poursuivants a grossi. On les entend galoper dans les travées. Ils s'égayent à travers les rayons. Je désigne au gros un renfoncement dans celui des imperméables. Nous nous y blottissons. Le haut-parleur reprend. Procédez par ordre. Quadrillez le rez-de-chaussée, c'est là qu'il se terre. Regardez sous chaque comptoir, dans chaque ponderie. T'as pas l'idée qu'on va être marrant ? Chuchote Pépère, bien qu'il n'ait pas compris. C'est faisable, admets-je. Mais sacré tonnerre de Zeus, ce magasin se trouve en pleine ville. C'est bien le diable si ce ramdam n'attire pas l'attention. Pourquoi que ça tirait l'intention ? Bougonne le providentiel. Il tire avec des muselières et les rideaux de fer sont baissés. T'es sûr ? Certain, j'ai bien remarqué en arrivant. Comment m'as-tu retrouvé ? Demandai-je, bien que ce ne soit ni le lieu ni le moment des questions. Il rigole, le chéri, indifférent à la gravité de notre position. Les matuches m'ont relâché après quelques plombes d'interro. Au fait, j'ai pigé qu'il s'agissait d'une ruse, vu qu'ils m'ont cloqué le fileur aux proses. Ils comptaient que je les amenasse à ta planque, comprends-tu ? Et alors ? Tu penses que c'est pas au vieux singe de mon acabit qu'on apprend à faire la courette ? Au bout de 100 mètres, j'avais retapissé le gus et au carrefour d'après, il s'endormait sur un paquet de dents, à même le trottoir. Rapidos, je suis été chez ma mère au niçois. Elle m'a mise au parfum de ce qui s'était opéré en mon absence. Moi, tu sais comment je manœuvre ? Tout à la gamberge. Ce qu'on peut pas me dénigrer, c'est l'intelligence. Dardard, je me tiens le raisonnement si contre. Mon petit Beru, ton sana a gerbé pour London avec cette gisquette. Ou qui va se terrer autrement sinon chez le Gus qui vient de faire une chute libre sur son extrait de naissance. Je demande à ma belle Onissois si elle connaît l'adresse londonnaise du journaliste. Elle la savait, le gredin lui ayant donné pour qu'elle y fasse suivre son courrier quelquefois. Je bisouille ma Gravos et on fouette le cocher jusqu'à London. Sam, Marie-Marie et moi. Passionnant. Une certaine accalmie règne maintenant dans le magasin. On entend les pas prudents des nazis fouillant méticuleusement chaque comptoir. Pour l'instant, ils sont encore loin de la zone où nous gîtons. Et une fois à Londres, on s'annonce pour dégauchir une lourde défoncée. J'entre, une chouette môme était dans la chambre, à téléphoner. Elle racontait ce qui venait de s'opérer. Comme quoi un dénommé Black Andwiz était venu te cueillir comme une rose pour t'emmener au centre.
Comment as-tu pigé ce qu'elle disait? Tu ne comprends pas l'anglais. Primo, je cause l'anglais, proteste le polyglotte. Deuxio, Sam nous accompagnait, je t'ai dit, et il a su m'expliquer par la suite ce dont au sujet de quoi il était question. Tu m'aurais vu bondir sur la gredin, à peine elle eût se raccroché. Je me sentais en verge, comme on dit. Note de bas de page. BRU veut dire en verve. Vous avez rectifié. Fin de la note de bas de page. Ah, il m'a pas fallu longtemps pour lui faire cracher l'adresse de ce fameux cintre. Dès lors, je l'ai ligoté et mise dans la baignoire, et je me suis rabattu ici. J'ai fait 3 fois le tour du paquet de maisons avant de pouvoir entrer. Tu sais qu'il est plus grand que le château de Versailles, ce magasin. À la fin, j'ai trouvé une porte pas trop farouche et j'ai pu t'interpréter mon petit numéro de Cupidon avec mon arc. Note de bas de page, de même, il parle ici de Cupidon. Fin de la note de bas de page. Et Marie, toujours chez le journaliste, mon pote. Bon, à présent qu'on a repris notre souffle et dégrossi un peu tes lecteurs, si on passait à un autre genre d'exercice. Lequel? N'importe. On va pas attendre que ces messieurs nous piègent comme des rats mulots. Il hasarde un bout de bouille prudent hors de notre réduit grand breton. Précipitamment, il retire son chef. Je viens de les retapisser. Ils procèdent en technicien, une vraie battue. Ils ont pris les 4 bouts et ils purgent rayon par rayon. Il faudrait que nous puissions gagner le premier étage, gros. À cause d'à cause? À partir du premier, les vitres n'ont plus de rideau de fer. Il suffirait qu'on en casse une pour donner l'alerte à l'extérieur. Bérurier se cueille délicatement un poil de nez et l'arrache d'un coup sec. Du dos de la main, il essuie le pleur occasionné par cette ablation. Chez lui, cette épilation est l'indice d'une farouche détermination. « J'ai trouvé !» dit-il. Ce disant, il décroche silencieusement de son support un rouleau de ruban servant à confectionner les paxons. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Les rassembler sur la droite pendant que tu gerberas sur la gauche, mec. Tu es fou. T'aimes mieux qu'on se fasse arc-pincer comme deux cavillons ? Quitte à me faire perforer la paillasse, je préfère que ce soit en tentant quelque chose. Reste bien plein cousé ici en attendant le passage de la brigade sauvage. » Il noue l'extrémité du ruban aux jambes d'un mannequin menotté sur roulette. Ce mannequin représente un bel homme bien découplé. Mon genre, quoi. « Ciao !» me dit Pépère. Et il se met à ramper dans les travées en déroulant le ruban. C'était Gracchus raconte, lisant du Sana. Les 2 derniers chapitres, qui constituent la fin si on est raisonnable, interviendront la semaine prochaine. Si ça t'a plu, abonne-toi, pose un pouce et laisse un commentaire, ça sera fort apprécié.